Bonjour et bienvenue sur la table ronde du management et du leadership, le podcast de RoboCoach Pro. Nous y parlerons de management, soft skills, ressources humaines, carrière, évolution du monde du travail, mobilisation des collaborateurs et bien sûr, leadership. RoboCoach Pro, ce sont des formations accompagnées, inter- et intra-entreprises, au service de votre évolution personnelle et professionnelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Béatrice, bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude, bonjour Damien et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire du mois de mars en notre compagnie. Vous en avez l'habitude, nous nous retrouvons chaque dernier vendredi du mois pour aborder des sujets prégnants dans votre vie en entreprise. Avant de démarrer dans le sujet, nous allons faire un petit tour d'horizon de l'outil pour celles et ceux qui nous rejoindraient pour la première fois. Nous sommes donc sur Webikeo. Vous allez trouver sur la droite de votre écran le chat dans lequel certains ont déjà mis un petit message de bonjour. C'est moi qui interagirai avec vous dans le chat et vous pourrez me remonter dedans vos questions, vos retours, vos feedbacks ou anecdotes si vous en avez à partager. C'est toujours un plaisir. Nous les abordons en live. Celles qui ne trouveraient pas réponse en live, vous en avez l'habitude également. Vous les retrouvez en réponse sur notre page LinkedIn, dont je vous mettrai le lien un peu plus tard. Donc, personne ne sera oublié ou laissé de côté avec sa question. Elles trouveront toutes réponse. D'ici quelques minutes, je vous publierai aussi sous le chat une série de 3 questions en sondage. Vos réponses nous intéressent grandement puisque ça va aussi pouvoir nous permettre d'apporter des outils par rapport à cela. Aujourd'hui, dernière chose avant de passer la main à Béatrice, vous pouvez nous retrouver également sur YouTube et sur vos applications de podcast puisque nous avons le Podcast Show, la table ronde du leadership et du management. Voilà, je crois qu'avoir été complètement complet. Béatrice, je te passe la main pour la suite. Avant de prendre la suite, qui es-tu, notre cher ami Damien? Voilà. Ils en ont l'habitude aussi. Donc, je m'appelle Damien Olenzoyo, je suis formateur, auditeur et consultant, principalement sur les compétences comportementales, relationnelles et managériales, et membre très heureux de l'équipe RoboCoach Pro. Mais on va aussi se laisser présenter Jean-Claude. Jean-Claude, à toi, l'honneur. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Brunner, je suis coach et également spécialiste en développement des compétences comportementales. Et d'ailleurs, vous allez le voir, et dans tous nos webinaires, on ne parle que de comportement. Alors, moi, je me présente également. Je suis Béatrice Schneider, je suis directrice formation de l'Institut HCD depuis 15 ans maintenant. Et nous sommes très fiers de ça et également experte en développement des compétences comportementales. Et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir, avec Damien et Jean-Claude, vous présenter les 3 postures du manager qui changent tout dans votre quotidien et dans celui de vos équipes. Alors, Jean-Claude, par quoi vas-tu démarrer aujourd'hui? À toi l'honneur. Je voudrais juste rappeler que, évidemment, nous parlons aux managers, c'est clair, c'est voulu, mais ce n'est pas une raison pour que ceux qui n'ont pas de fonction managériale pour le moment ou qui ne sont pas vraiment intéressés par ça, vous allez voir que ça vous intéresse aussi ce webinaire parce que au fond, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on vit la même chose, mais simplement pas de la même manière. Le manager, lui, il a son rôle d'organisation du travail, de répartition du travail, mais son collaborateur ou sa collaboratrice, ils sont tous les deux évidemment aussi en train de se manager eux-mêmes et de manager leurs relations aux autres. D'accord ? J'ai même envie de vous dire qu'on pourrait élargir la notion de management jusqu'à la vie privée. À la maison, vous managez, vous organisez votre temps, vous organisez la vie des gens qui sont autour de vous, vous organisez les petits déjeuners, les repas, n'importe quoi. Nous manageons tous, nous sommes tous managers dans notre vie. Et vous allez voir, nous allons voir que ces 3 postures, finalement, elles s'appliquent dans tous les domaines de la vie. Alors, le fil rouge aujourd'hui, on pourrait dire, Jean-Claude, c'est qu'on va ajuster sa posture au bon moment. C'est ça l'idée. Et je préciserai également un truc, c'est que le verbe manager, qu'on utilise évidemment depuis toujours, vient du latin, du verbe ménager. Donc, on se ménage et on ménage également les autres. Je faisais référence à ce que tu disais au niveau de la posture à la maison. Oui, alors j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, parce que si on se dit tout à coup, si un manager se mettait à ménager,
ça donnerait quoi comme type de management? Et on va le voir dans les postures dont nous parlons. Au fond, dans la vie, tout est question de posture. Comment vous sentez-vous dans votre peau? Est-ce que vous vous sentez légitime dans votre fonction? Est-ce que vous êtes en adéquation avec votre personnalité et votre charge? Parfois, c'est pas le cas. Hein. Il y a des moments où on se dit moi, j'ai pas envie de diriger une équipe. Soyez content, vous n'avez pas besoin de la diriger. Manager et diriger, c'est pas du tout la même chose. Ça ne donne pas les mêmes résultats, ça ne donne pas la même attitude, et certainement, c'est pas non plus la même façon de faire avancer une équipe vers l'objectif. Donc, quand on est en posture de manager, on a toutes sortes de postures en face de nous aussi. Hein. Par exemple, vous pouvez dire quelque chose qui fait que votre collaborateur se ferme. Vous pouvez dire quelque chose qui a besoin d'être expliqué clairement. C'est très important d'expliquer les choses clairement, et parfois, lorsqu'on est dans une situation où on a expliqué et qu'on n'a pas été entendu, on rentre dans un problème. Et on se demande, mais pourquoi est-ce que, pourtant j'ai été clair, pourquoi est-ce qu'on ne me comprend pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc on va voir que la difficulté, la grosse difficulté, on en reparlera sans doute, c'est que c'est pas tellement mes intentions qui sont remises en cause. Mon intention est toujours bonne de mon point de vue et généralement elle est aussi très bonne du point de vue des autres, sauf que ce qu'on exprime, c'est pas toujours notre intention, c'est presque jamais notre intention, les gens ne la voient pas. Il y a ce que je veux faire passer comme message et il y a ce que l'autre reçoit comme message. Et donc, en fin de compte, vous allez voir que c'est ça la difficulté, que ce soit dans le management ou que ce soit dans la relation interpersonnelle. La difficulté, c'est qu'on ne voit pas vos intentions. La seule chose que l'on voit, c'est votre comportement. Et vous allez me dire que le comportement traduit l'intention. Je n'en suis pas certain. On va le voir, par exemple, lorsqu'on parle des 3 postures du management. Et nous allons commencer par la première de ces 3 postures. Bon, c'est un ordre qu'on a donné comme ça. Vous trouverez que c'est peut-être pas la première. Mais la première posture, on l'appelle la posture relationnelle. Pourquoi est-ce qu'elle est en premier? Peut-être parce que c'est la plus naturelle. C'est celle que la plupart du temps, je ne sais pas qui va nous montrer les diapositives, mais ce serait bien qu'on en voie une. Je crois que c'est Damien. La posture relationnelle, c'est celle qui nous est naturelle parce que nous sommes habituellement et nous sommes habitués à être en relation avec les autres. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la posture de pouvoir personnel. Vous allez le voir, elle a des gros avantages, elle a des gros inconvénients, et je tiens à vous dire d'ailleurs que les 3 postures sont de même valeur, elles sont toutes positives, elles donnent toutes des résultats positif, mais vous verrez dans quelle relation, dans quelle situation. Et puis, il y a la posture institutionnelle, qui est également une posture très généralement utilisée, qui donne des résultats, elle aussi, formidables. Alors, je vais vous en parler un petit peu dans le détail. On va passer à la diapositive suivante. Dans le détail, qu'est-ce que c'est que la posture relationnelle ? Qu'est-ce qu'elle a de bien et qu'est-ce qu'elle a de pas bien? Certains d'entre nous pensent qu'en tant que manager, il est important que notre équipe nous apprécie. Parce que si on nous apprécie, on va probablement accéder plus facilement ou accorder plus facilement des réponses favorables à la demande, quelle qu'elle soit. On va se donner à fond parce qu'on aime bien notre manager, on l'apprécie. On estime qu'il travaille bien, il est disponible, il est tourné vers nous, il est à l'écoute. Donc, on aime beaucoup ça. D'accord ? Le lien est important. L'homme est un animal grégaire et donc, évidemment, le lien est essentiel. Il nous faut de la confiance, il nous faut de la coopération. Et beaucoup de managers sont là au départ naturellement. Alors, évidemment, dans le feu de l'action, dans les journées qui se passent, il n'y a pas forcément... il n'y a pas forcément des situations qui permettent ce type de relation, qui permettent ce type de posture. Mais à la base, on va dire que dans certaines situations, là,
posture est formidable et dans d'autres, elle ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne déclenche pas l'action, elle ne permet pas de travailler d'une façon cohérente. Nous avons aussi ensuite le pouvoir personnel dont on a parlé. On va voir la diapositive tout de suite, voilà. Le pouvoir personnel, qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Eh bien, en général, le manager qui fait ça, il a une personnalité assez forte, il décide, il aime bien trancher, il aime bien faire avancer, il critique, il complimente, il utilise la carotte et le bâton, mais d'une façon intelligente, parce que lui, il a un truc en main, c'est il faut que ça avance, donc je vais utiliser tout mon pouvoir. Est-ce que tu mettrais avec là-dedans les managers qui vont, tu sais, l'idée par la vision ou par le cap qu'ils ont et qu'ils incarnent et dont ils se sentent investis? Alors, je dirais que le manager de pouvoir personnel, il a effectivement la tendance naturelle à suivre le cadre, suivre la règle, mais pas autant que le troisième qu'on verra tout à l'heure. Il est plutôt dans une situation où il va être très réactif lorsque justement on sort de la règle, on sort du droit chemin, le contexte est tendu. Là, il est formidable, il est à son meilleur parce que il utilise tout son pouvoir personnel, le pouvoir de sa personnalité, pour faire avancer les choses et réussir. Donc, oui, il a un pouvoir énorme et il l'utilise à bon escient. Vous allez voir, par exemple, il y a des situations dans lesquelles, quand les entreprises sont plus grandes, la hiérarchie pense que l'équipe devrait faire plus, qu'elle devrait s'investir davantage, etc. Et souvent, ce manager-là va défendre ses équipiers. Il ne permettra pas que l'un d'entre eux soit malmené par la hiérarchie. Il va le défendre. C'est quelqu'un qui est très apprécié pour ça. Il a vraiment l'esprit de son équipe. Un petit peu, ça peut ressembler un petit peu à du paternalisme, mais c'est en réalité vraiment le souci de se dire, moi, mon équipe, si elle peut compter sur moi, vous savez, comme dans ces films où on voit le caporal avec ses soldats autour de lui, et il va les défendre bec et ongle contre quiconque s'en prend à eux. Ben, c'est un petit peu ce type de posture-là. Il est donc très attachant, il plaît à beaucoup, mais on verra un petit peu plus en détail plus tard qu'il y a des moments où c'est pas forcément au goût de tout le monde. Alors Jean-Claude, avant d'aller plus loin, je voudrais quand même préciser, comme on le fait à chacun de nos webinaires, que si vous avez évidemment des questions à poser, et si vous posez-les dans le chat, si ce que vous entendez vous parle, vous pouvez également partager votre expérience et puis réfléchir également à quel type de personnalité vous êtes et quels sont les types de personnalités qui vous entourent dans votre quotidien, bien entendu. Et on sera ravis de répondre à vos questions. Et vous êtes déjà quelques-uns à être allés répondre aux sondages. Les sondages sont on depuis déjà quelques minutes. Donc, allez-y, allez y répondre. On vous pose 3 questions sur ces postures-là, justement, dont les réponses seront assez intéressantes. Alors, on va essayer. Alors, la troisième personnalité, donc la troisième posture, je dirais, après le relationnel et le pouvoir personnel, c'est ce qu'on appelle le pouvoir, la posture institutionnelle. Alors, l'institutionnel, c'est quelqu'un qui suit l'objectif. Lui, il n'a qu'une idée en tête, c'est atteindre l'objectif et ses coéquipiers, ses collaborateurs, collaboratrices sont là pour atteindre tous ensemble cet objectif. Donc, il va sacrifier à peu près tout à son objectif. C'est-à-dire que lui, lorsqu'il est dans cette posture-là, il ne fouette pas, c'est pas du tout quelqu'un qui va particulièrement insister, pousser les gens, mais c'est plutôt quelqu'un qui ne sera pas beaucoup à l'écoute des problèmes personnels des uns et des autres, parce que lui, il n'écoute qu'une seule chose, c'est le devoir qui l'oblige à atteindre l'objectif. Donc c'est quelqu'un qui est très bien vu par sa hiérarchie, bien entendu. C'est quelqu'un qui est également très bien vu par ses collaborateurs, même si il n'a pas la même affection que, par exemple, le relationnel.
mais on le suit parce qu'on sait qu'il nous emmène à la victoire. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je crois qu'on aime tous atteindre la victoire. Et donc, ce type de manager, de ce point de vue-là, est naturellement très bien vu pour ça. En fait, il me vient une question. Je trouve que ça peut être très difficile de savoir, d'avoir ces trois postures, parce qu'en fait, les trois sont intéressantes. Elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, moi, je dirais que, en ce qui me concerne, j'aime bien la posture numéro 2, donc la posture relationnelle, l'institutionnelle aussi. Alors, comment on peut faire, voilà ma question, comment on peut faire pour s'adapter à ce type de posture et à quelqu'un qui aurait ce type de personnalité? C'est quand même compliqué quelque part. Oui. Si on est dans l'affect, si on est quelqu'un dans l'affectif et qu'on a en face de soi une posture institutionnelle, se raccorder à l'autre risque de poser des problématiques au niveau personnel et de notre attitude. Tout à fait, c'est difficile d'harmoniser. Et je trouve ta question extrêmement intéressante parce qu'en fin de compte, elle nous emmène un petit peu vers une première étape, vers la solution, vers la compréhension de à quoi bon avoir étudié ces différents types de management, à quoi ça sert. Finalement, on en arrive à la conclusion que dans certaines situations, vous allez préférer la posture institutionnelle de la part de votre manager parce que vous aimez faire partie d'une équipe qui gagne. Et à d'autres moments, vous allez aimer un manager de pouvoir personnel parce qu'il va vous défendre dans une situation et vous avez besoin d'être défendu. Ou, disons, le plus généralement, vous aimez bien avoir une bonne relation avec votre manager et vous aimez qu'il vous apprécie, qu'il vous donne du temps d'écoute, qu'il soit disponible pour vous. Donc, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas une façon unique d'être. Le vrai bon manager, c'est celui qui a une garde-robe avec 3 costumes. 3 costumes, le premier, c'est le costume relationnel, le deuxième, c'est le costume de pouvoir personnel, et le troisième, évidemment, le costume institutionnel. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui commande la posture du manager? C'est moins sa nature profonde, évidemment, il en a une. Peut-être que parmi les managers qui nous écoutent en ce moment, certains se disent « moi, je suis vraiment typiquement un manager institutionnel » ou « moi, je suis typiquement l'un des deux autres ». D'accord ? Si par exemple, vous dites « je suis un manager relationnel », évidemment, c'est votre nature, on va dire. Si vous pensez ça, vous avez raison de le penser. Mais le message qu'on vous passe aujourd'hui, ce qu'on voit dans ce webinaire, c'est que la bonne posture, c'est celle qui, dans le moment, est adéquate. Autrement dit, on est tous capables, à un moment donné, d'être institutionnels, c'est-à-dire de se dire « allez, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'atteindre l'objectif ». Ou on est tous, par moment, aussi capables de dire pouvoir personnel. Par exemple, je vais vous en donner une. Dans un contexte tendu, les délais sont courts, la pression est forte, on se dit, bien là, j'ai pas le temps de tergiverser, il faut que je décide vite, etc. En tant que manager, eh bien, l'équipe va apprécier de voir que son manager prend les rênes en main, qu'il donne des instructions claires, qu'il fasse avancer les choses objectivement. Mais évidemment, alors qu'on va préparer ça dans la situation, on va se dire, oui, d'accord, mais il fait avancer les choses, mais il n'est pas non plus très cool, il ne m'écoute pas, j'avais donné une bonne idée, il ne l'a pas entendue. Quand je prends une initiative, je me fais plutôt engueuler que féliciter, etc. Donc, la posture, encore une fois, pour répondre à ta question, Béatrice, elle n'est pas liée à la personnalité du manager, mais plutôt à ce que réclame la situation. C'est pourquoi il faut comprendre ces 3 points. Oui. Ouais, ça rejoint, il y a Samuel dans le chat qui dit la posture idéale serait un savant équilibre entre les 3. Alors, bah oui, c'est une bonne initiative de dire ça, absolument, je suis d'accord avec lui, mais je le dissocierais un petit peu les unes des autres, parce que être capable de passer de l'une à l'autre, je pense qu'on l'est tous, d'accord ? Mais choisir le bon moment pour opter pour l'une ou pour l'autre, par exemple, vous avez un cas un peu délicat, un peu difficile, dans lequel un collaborateur est dans une situation compliquée, mais en même temps, vous avez votre objectif à atteindre et vous voyez bien que ce n'est pas le moment de commencer à s'apitoyer sur son sort, il faut y aller.
Votre tendance, ça va être d'être institutionnel, mais je dirais que dans le moment où vous êtes avec ce collaborateur qui est en difficulté, bien entendu, il faut changer de costume et se mettre à nouveau dans le relationnel, mais pas simplement pour se faire aimer, se faire apprécier de son collaborateur, c'est pour le rassurer, lui dire « je sais qui tu es, notre relation est toujours la même, là j'ai besoin que tu mettes un petit peu de côté les choses qui te préoccupent, on en parlera peut-être en fin de journée, mais pour le moment j'ai besoin que tu y ailles à fond. » Je crois que si le collaborateur ne peut pas le faire, il va l'exprimer. On reste dans le relationnel, d'accord? Il n'y a pas de question de... C'est pas parce que je suis gentil avec quelqu'un qu'il est obligé de faire ce que je dis. Il n'en a peut-être pas la possibilité, il n'en a peut-être pas les moyens sur le moment. Mais c'est de laisser une porte ouverte et de faire comprendre à l'autre qu'avant tout, évidemment, nous sommes dans une relation humaine. Et de l'appeler autant que possible à avoir une attitude qui permette d'atteindre les objectifs. Mais en fait, quand même, pardon Damien, je dirais que quand même ce que tu viens de dire, ça demande un effort de communication que non pas forcément, c'est ce qui serait quand même la base des 3 postures. Mais si la communication était véritablement le fer de lance dans les entreprises, on le saurait. Or, c'est pas le cas. On a plus tendance à… Et en même temps, pour revenir à ce que disait Samuel, effectivement, l'idéal, ce serait d'avoir les 3 postures, d'être autrement dit comme un caméléon, de pouvoir changer de couleur en fonction de la situation. Enfin, ça, c'est un vœu pieux, en fait, hein, quand même, Jean-Claude. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, je pense que ce que je constate beaucoup, c'est qu'on a souvent une tendance dans les 3 et parfois la capacité, si le degré de confiance ou le contexte le permet, à aller mobiliser les 2 autres. Certains vont être vraiment caméléons, mais il y a aussi des situations ou alors des interlocuteurs pour lesquels on va avoir besoin de l'une plutôt que l'autre, quoi. Il n'y en a pas forcément une qui sera meilleure, ça va aussi dépendre de… Il y a des situations où l'une va être plus productive que l'autre concrètement, quoi. Peut-être ça rejoint un petit peu l'idée de Samuel qui est dit l'habileté, la grande habileté, ce serait d'avoir les 3 à disposition dans son mode de management. Oui, tout à fait, pour pouvoir les sortir au moment où l'une est plus appropriée qu'une autre. D'accord? Et qu'est-ce qui commande dans le fond? C'est pas la relation entre les personnes qui commande, c'est la situation. Quand on est dans une situation tendue, croyez-moi, le relationnel, il en prend un coup. Quand on est dans une situation où les affaires vont mal, avant tout, c'est la posture institutionnelle qui va aider tout le monde à redresser la barre. D'accord? Mais si on néglige pour autant le côté relationnel, si on néglige aussi le côté pouvoir personnel, qui est celui qui, comme je le disais tout à l'heure, permet de faire avancer les choses, de décider, de trancher. On aime bien, c'est rassurant quand un manager tranche, quand il décide, quand il fait avancer les choses, on se sent en sécurité avec lui, parce qu'on a le sentiment qu'il nous emmène vers quelque chose qui, même si ce n'est pas une victoire, mais quelque chose qui va améliorer les choses. Donc, oui, en effet, c'est important de choisir la bonne posture, mais c'est surtout de se rappeler, et j'espère que c'est ce que vous garderez de ce webinaire, que nous pouvons tous disposer des 3 postures, encore une fois. Alors là, en l'occurrence, Salima nous dit que sa posture à elle est plutôt relationnelle et institutionnelle. Donc la question que j'ai envie de poser à tous les autres, quelle est d'après vous la vôtre? Êtes-vous plutôt pouvoir, relationnel ou institutionnel? C'est important de se poser la question. C'est important de se projeter, de savoir qui on est pour mieux comprendre les autres. Parce qu'en fait, souvent, dans notre relation aux autres, on ne se pose pas la question. On va accuser, on va pester, on va pas être content, on va même bouder. Enfin, voilà, il y a tout ce qui se passe avec notre émotionnel, parce que la base de tout ça, c'est également l'émotionnel. Et on ne se demande pas qui on est, nous, par rapport à l'autre. Donc, je vous invite, si vous voulez, à répondre dans le chat pour nous dire quelle est votre posture à vous. Peut-être que vous avez les 3, peut-être qu'il n'y en a qu'une seule qui vous parle, ou qu'il y en a quand même 2 qui sont dominantes. Alors, si on se demande, par exemple, quelle différence y a-t-il entre un leader et un manager? Oui. J'ai envie de parler de ça, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est important de le dire. Tu as vu la question de Vincent dans le chat ou pas? Ouais. Oui, il l'a vu. Non, il ne l'a pas vu. Je ne sais pas. Excellent, Jean-Claude, tu es devant. J'allais te remonter la question de Vincent dans le une différence entre un bon manager et un bon leader. C'est quand même un sacré pouvoir personnel. Punaise. Alors,
le leadership et le management, pourquoi est-ce qu'ils se rencontreraient dans cette histoire dont nous parlons avec les 3 postures? C'est qu'une des grandes qualités du leader, vous savez que chacun peut avoir sa définition, mais on va dire a priori, on va essayer de tomber d'accord sur le fait que le leader, c'est quelqu'un qui sait où il va et il sait comment faire pour que les autres l'aident à y aller. D'accord? Donc, il sait où il va, il a pris la décision, il est sur sa route et il va faire en sorte que les autres l'accompagnent et l'aident à atteindre l'objectif. Pour y arriver, évidemment, il va falloir qu'il garde un mode de fonctionnement qui, sans arrêt, fasse adhérer les membres de son équipe. Et pour ça, bien sûr, il doit être un manager qui sait changer de costume en fonction de la situation, que ce soit la situation avec des collaborateurs, que ce soit la situation générale de l'entreprise, que ce soit la situation du projet, il sait comment rester en adéquation avec la situation. Donc vous voyez que un bon manager, c'est aussi un bon leader. Et un bon leader, généralement, sait également très bien manager. Donc, il y a une espèce de corrélation entre comment je dois me comporter en tant que manager pour que mon équipe me suive. Qui est-ce qui a besoin d'écoute? Un tel et un tel ont besoin d'écoute, tel autre a plutôt besoin d'être stimulé en permanence. Un autre a besoin de structure, il a besoin de comprendre comment ça marche pour pouvoir fonctionner. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, évidemment. Et ces 3 postures, lorsqu'on les approfondit, je vous rappelle que d'ailleurs, tout ce dont nous vous parlons dans les webinaires peut s'apprendre, c'est la bonne nouvelle, vous pouvez l'apprendre. Et en réalité, quel serait l'intérêt de l'apprendre? C'est de pouvoir l'utiliser dans les situations où c'est nécessaire. Vous voyez, tout ce dont on parle en ce moment, eh bien, c'est probablement nécessaire, mais qu'est-ce qui va nous garantir que on va pouvoir s'en servir? Parce que savoir quoi faire, c'est bien. On sait quoi faire, c'est parfait. Savoir le faire, c'est encore mieux, parce que une fois qu'on sait le faire, ça veut dire qu'on l'a intégré dans nos capacités réelles. Et pour ça, il y a une solution, c'est de s'entraîner à faire. D'accord? Tout ce que vous savez, si vous vous mettez à vous entraîner à le faire, vous allez voir à quel point ça fait avancer les choses, ça fait bouger les choses, et vous allez tout à coup découvrir que vous avez de vrais pouvoirs. C'est vraiment alors Jean-Claude, nous avons déjà des retours et nous avons 2 caméléons, Samuel et Sarah, qui pensent qu'ils en sont. Et également un retour d'Agnès qui dit qu'elle est personnelle et institutionnelle, et Maude qui dit qu'elle est beaucoup dans l'affect, et ce qui peut être un frein pour trancher dans certaines situations. Et évidemment, ce n'est pas si simple. Non, alors moi j'aime bien la notion de caméléon parce qu'on la retrouve dans d'autres concepts de comportement. Être un caméléon, ça veut dire être quelqu'un qui s'adapte très rapidement à la situation. Il prend la couleur de la situation. Et à partir de là, évidemment, il est en adéquation dans cette situation. En fait, c'est là qu'on est le meilleur. Si vous avez le sentiment que vous avez déjà l'envie de vous adapter, ça c'est déjà un premier point, mais que vous en avez aussi la capacité, vous avez cette aptitude naturelle ou travaillée qui vous permet de vraiment comprendre ce qui se passe, comprendre quelle serait la bonne façon de réagir par rapport à ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut apporter de valable dans la situation. C'est ça qui compte. Et si c'est votre cas, franchement, développez-le, commencez à travailler vraiment sur comment je vais faire si je me trouve dans telle situation. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'ailleurs de vous dire, si vous voulez comprendre l'intérêt de l'entraînement, est-ce que ça vous est arrivé de vous dire, bon, dorénavant, j'ai compris, voilà ce que je ferai quand quelqu'un me parle mal, je me tais, je ne dirai rien, je n'aurai pas cette répartie que je cherche à avoir et qui souvent n'arrive pas d'ailleurs, je décide que je me tairai. Eh bien, est-ce que vous pouvez me garantir qu'en situation, quand quelqu'un vous dira quelque chose qui pique vraiment, est-ce que vous croyez que vous serez capable, comme ça,
la prochaine fois, de ne rien dire, d'accuser le coup simplement, plutôt que de chercher à répartir et à dire « non mais t'as vu comment tu me parles ?» Est-ce que vous croyez que vous êtes capable de faire ça? Est-ce que lorsque vous avez un réflexe, nous sommes tous remplis de réflexes naturels, moi je peux vous dire que ce n'est pas ce que l'on sait qui nous aide dans une situation, parce que le réflexe va plus vite que notre cerveau, il va plus vite que ce qu'on sait. Donc en réalité, quand on parle de se former, on parle de quoi? On parle d'installer de nouveaux réflexes pour remplacer ceux qui nous semblent défaillants dans les situations où on en a besoin. Plus facile à dire qu'à faire. Oui, entendu. Et c'est pour ça que je parle d'entraînement, parce que si parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais joué au tennis de leur vie, qui n'ont jamais tenu une raquette de tennis, je vous donne une raquette et une balle et je vous dis, frappe la balle de façon à ce qu'elle tombe sur la croix qui est de l'autre côté du filet. Certains d'entre vous ont peut-être du talent et ils vont y arriver à la fin de la journée, ils auront 50% de réussite pour frapper la croix. D'autres auront toujours 0% à la fin de la première journée, mais ils recommenceront la deuxième. Et ce que je peux vous dire, c'est que quel que soit votre talent naturel, quelle que soit votre capacité au départ, bonne ou mauvaise, vous pouvez atteindre tout ce que vous voulez à partir du moment où vous vous entraînez vraiment. Alors peut-être que dans votre cas, il faudra taper 3000 fois sur la balle pour que finalement elle touche la croix. Ou peut-être qu'il vous suffira d'une centaine de fois ou d'une dizaine de fois, ou peu importe. Mais quoi qu'il arrive, ce que vous visez, vous pouvez l'atteindre. Donnez-vous les moyens de l'atteindre et vous allez l'atteindre. Il est certain que dans la vie, si on prend l'exemple du tennis, on peut prendre l'exemple dans plein de choses. L'entraînement, c'est depuis qu'on est né, on s'entraîne déjà à marcher, on s'entraîne à apprendre, on s'entraîne à faire de la cuisine, on s'entraîne à faire du sport. Il n'y a que dans l'entraînement qu'on arrive à progresser. Ce que tu dis, c'est tout à fait vrai, en fait. Voilà. Et j'ajouterais quelque chose là-dessus, c'est quand on s'entraîne pas dans des situations à fort enjeu. C'est-à-dire souvent, l'erreur que l'on fait, c'est de se dire je reçois un collaborateur en entretien la semaine prochaine, il faut absolument que j'arrive à faire ça. Je ne m'entraîne pas avant, je n'y pense pas avant parce qu'on a la tête dans le guidon, parce que voilà. Et j'aimerais que, à chaud, en situation réelle, ça me serve d'entraînement, mais en même temps que ce soit un entraînement dans lequel je sois déjà dans la réussite, parce que ce n'est pas un entraînement où je peux vraiment me louper. Et j'aime bien dire ça comme ça, c'est quand on apprend à nager, on ne nous balance pas à 300 mètres du bord en hélicoptère. Non, quand on apprend à nager, on apprend à nager là où on a pied. Et donc, les premières fois où vous voulez vous entraîner, je pense notamment au retour que faisait Bod sur le côté, quand on est naturellement très dans l'affect, c'est quelque chose qui va pouvoir se corriger avec de l'entraînement, mais il faudra commencer à s'entraîner dans des situations sans enjeu. Il faudra trouver des terrains d'entraînement, des situations où il n'y aurait pas besoin de ça, presque, mais où on s'entraîne à le mettre en œuvre pour constater les effets, se rassurer là-dessus et potentiellement développer des nouveaux réflexes dans le temps. Oui, bon, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, parce qu'effectivement, sauter à l'eau comme ça, sans aucune sécurité, ça fait peur. Cela dit, dans la relation, on ne risque pas non plus de se noyer, on n'est pas vraiment en grand danger. Je pense que être tout seul à l'entraînement, le gros problème, c'est qu'on ne va pas forcément y penser, d'accord? On ne va pas forcément se dire, tiens, là j'ai un entretien, il faut que je pense à écouter mieux, à faire parler l'autre, à parler un peu moins. Et je me rappelle que mon objectif, c'est de l'amener à apprendre cette mission avec le sourire, etc. Peu importe ce qu'on voit, mais y penser tout le temps, c'est comme être sur le terrain et frapper des balles sans arrêt. Dès l'instant où on arrête de frapper des balles, on ne progresse plus. Et si on attend 15 jours pour faire une deuxième journée à frapper des balles, on aura probablement à démarrer la journée avec un retard par rapport à ce qu'on avait acquis la première fois. Moi, je dirais que souvent, le défaut qu'on a dans cette histoire de réflexe et d'entraînement, c'est qu'on est plus des sprinteurs que des marathoniens. Ouais. Alors que l'idéal, ce serait d'être un marathonien en permanence. C'est de se dire, bon, évidemment, il y aura des étapes. Le marathon ne se court pas d'une minute à l'autre, on s'entraîne,
On s'entraîne même 2-3 ans avant de faire un marathon à New York ou à Paris ou peu importe. Et le côté sprint, c'est qu'on veut que la solution, on trouve une solution tout de suite, rapidement. Alors que quand on l'a trouvé rapidement, ça peut marcher. Les exemples que Damien, tu as donnés, ou Jean-Claude, ça peut marcher. Oui, on peut taper juste tout de suite, mais quid de la fois suivante, ça marchera peut-être pas forcément. Alors que l'idée d'avoir en conscience qu'on veut vraiment travailler un réflexe, ça nécessite déjà de l'avoir en soi, de semer une graine en soi pour se dire j'aimerais atteindre tel et tel objectif, et ensuite de s'entraîner sur le long terme. En fait, je dirais que c'est un travail de toute une vie de changer un réflexe. Parce que quand on arrive à l'âge adulte, on a déjà plein de réflexes en soi. Et comme c'est compliqué, on aimerait, quand on a des enfants, que nos enfants comprennent des choses et mettent en place les réflexes et les situations qu'on leur demande de faire. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on en est capable? Est-ce qu'on arrive, nous, à un certain âge, à se dire, non, là, je vais devoir modifier un réflexe? C'est extrêmement difficile parce qu'on peut être têtu, parce qu'on n'en a pas envie, parce qu'on se dit, c'est bien comme ça marche comme ça, on va continuer comme ça. C'est un peu le problème pour faire le lien avec les 3 postures. La posture de l'institutionnel, il va continuer à faire, le manager va continuer à faire comme il fait, parce que jusqu'à présent, ça a bien marché. Et en plus, s'il a un certain âge, 50, 55 ans, je ne veux pas, disons, cataloguer les gens, mais on se dit, ça a bien marché pendant des années comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas autrement. On va continuer sur cette lancée. Or, c'est très, très difficile de modifier quelque chose parce que on n'en a peut-être pas forcément envie non plus. La difficulté, c'est que lorsqu'on se lance dans ce genre de choses, on est parfois trop ambitieux. Je ne sais pas, imaginez que vous êtes un manager relationnel. Vous vous dites, en écoutant tout ce qui se dit dans ce webinaire, je viens de découvrir que je suis fondamentalement relationnel. Si vous vous dites, je vais travailler la posture institutionnelle et la posture de pouvoir personnel, à mon avis, vous n'avancerez pas vite. Le meilleur moyen, c'est de travailler sur, y compris d'ailleurs la relationnelle, en se demandant pourquoi est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je pourrais faire mieux? Pourquoi est-ce que je resterai, c'est pas pourquoi est-ce que je suis comme ça, c'est plutôt pourquoi est-ce que je resterai sur cette façon d'être? Est-ce que je peux ajouter des cordes à mon arc? Et à partir de là, on en choisit une qu'on va travailler, puis une deuxième qu'on va travailler. D'une manière générale, j'ai envie de vous dire que s'entraîner seul, c'est assez désespérant. Parce que d'abord, on n'y pense pas. Je sais pas qui tout à l'heure disait, on n'y pense pas tout le temps. Moi, je vais vous dire, on y pense très rarement parce qu'on est pris dans le feu de l'action. Et donc, c'est important d'avoir quelque chose qui nous rappelle, ah oui, c'est vrai, mince, il faut que je travaille ce truc. Et si on n'a pas ce soutien, cet appui, c'est vraiment extrêmement difficile. Je ne vois pas trop comment on peut s'en sortir tout seul. Encore une fois, ce que vous savez, c'est extrêmement important. Vous savez un tas de choses. Je ne sais pas, parmi vous, vous avez peut-être même déjà fait des formations managériales, vous avez peut-être fait des formations de développement personnel, vous avez travaillé votre communication, vous avez vraiment fait beaucoup de formations, vous savez les choses, et pourtant, vous n'en êtes pas encore au stade où vous aimeriez être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Au fond, c'est parce que vous ne vous êtes pas entraîné. Le seul moyen de changer quelque chose chez nous, c'est de nous entraîner à faire autrement. Et pour s'entraîner à faire autrement, c'est pas simple. Franchement, on ne peut pas y arriver comme ça simplement parce qu'on l'a décidé. C'est bien d'être accompagné. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que quand on parle du tennis, tous ceux qui veulent atteindre un certain niveau prennent un coach parce qu'ils ont besoin qu'on les pousse, qu'on les corrige, qu'on leur dise voilà comment faire, qu'on les mette sur la bonne voie, qu'on leur dise tiens ton raquette comme ça. Alors moi, je voudrais bien revenir sur ce qu'a écrit Maud tout à l'heure, j'en ai parlé. Elle dit qu'elle est beaucoup dans l'affect et c'est ce qui peut être un frein pour trancher dans certaines situations. Alors, il y a forcément un moyen, on pourrait donner un moyen à Maud de pouvoir s'entraîner de manière différente. C'est déjà d'avoir conscience qu'elle est dans l'affect dans toutes les situations et de commencer à se dire la prochaine fois que je serai dans une situation lambda, qui est récurrente, parce que j'imagine que forcément ces situations sont récurrentes, je décide, et c'est ça l'entraînement, je décide de planter une graine et la nouvelle graine, ce sera je vais faire différemment de ce que je fais d'habitude. Alors, le différemment Maud, c'est vous qui le choisirez, évidemment, parce que là, on ne peut pas vous dire ce qu'il faut faire, on n'est pas là, on n'est pas à votre place, on n'est pas dans votre peau, ni dans votre mental, mais c'est de décider avec soi-même, comme
je dirais presque de signer un pacte avec soi-même. La prochaine fois, ce que je vais faire soit l'opposé, soit je vais faire ce qui est en mon pouvoir, parce que parfois c'est difficile de changer radicalement d'attitude. On risque de se sentir peut-être très mal dans son état interne, mais c'est de forcément modifier quelque chose. Parce que, comme le disait Einstein, le fou est celui qui pense qu'en faisant plus de la même chose, il obtiendra autre chose que plus du même résultat. Je peux la refaire si vous voulez. Mais c'est vrai, en fait, si on reproduit toujours le même schéma, on ne peut pas s'attendre à avoir un schéma différent. C'est forcément toujours le même schéma qui va revenir en ronron. Et on n'y pense pas à ça. Et je rebondis sur ce que tu dis et je rebondis aussi sur… Il y a Salima qui, dans le chat, a partagé un super exemple d'évolution et de travail sur elle qu'elle a mis en place, etc. Et en même temps, il y a une phrase quand Salima dit « Nos fonctions sont un entraînement permanent au quotidien ». C'est vrai. La seule chose à laquelle il faut faire attention et qui ne peut pas remplacer un accompagnement, comme ce dont tu parlais, Jean-Claude, avec une régularité, c'est que… quand je reprends la métaphore du tennis, quand on apprend à jouer au tennis, on n'apprend pas à travers la compétition. La compétition, le fait de jouer, d'être en situation réelle, va aider à développer des choses, va faire progresser d'une certaine manière. Mais souvent, c'est même dans la compétition, parce qu'on y serait allé trop tôt, par exemple, qu'on va développer des mauvaises habitudes, des imperfections techniques, des réflexes qu'on ne prendra pas. Parce que dans la compétition, ou là en l'occurrence dans le boulot, on va vouloir que ça marche, que ça réussisse, que ça évite le conflit, que ça évite le grincement. Et on ne va pas forcément chercher le développement du bon réflexe, parce que le développement peut emmener un temps d'hésitation ou un temps de latence avant d'arriver à de la performance. Et donc, ça ne peut pas remplacer complètement un accompagnement, que ce soit par de la formation, du coaching, sur un moyen long terme, dans lequel on va pouvoir développer ça et qui va nourrir ce terrain. Je dirais que Salima a raison quand elle dit que la situation nous entraîne. Dans nos journées, on est entraîné à faire un tas de choses, etc. C'est pas exactement ce dont on parle. Oui, les situations vous entraînent à de la réactivité, à vous dire, bon, ben là, voilà, la situation est différente, il faut que je change ceci, il faut que je change cela. Moi, je parle d'un entraînement qui est différent. Nous parlons ici, dans ce webinaire, d'un entraînement différent. Ce n'est pas l'entraînement de la vie sur vous, parce que ça, on le vit aussi en famille, on le vit avec les amis, voilà. Les gens nous entraînent, le monde nous entraîne, la vie nous entraîne à faire des choses. Mais moi, je parle de travailler son revers, travailler son coup droit, travailler la prise de la raquette, travailler le service. Et lorsque vous êtes manager, qu'est-ce que vous travaillez? Je travaille le management, mais le management, c'est un concept. Je travaille ma posture institutionnelle. Je travaille ma posture relationnelle. Et dans ma posture relationnelle, c'est pas parce que je suis un bon relationnel que tout va bien. Ce qu'on nous dit à propos de l'affect, je ne sais plus qui disait ça, c'est très important. Maud a raison de parler d'affect, parce que dans l'affect, c'est terrible. La posture relationnelle avec de l'affect, ça devient presque une servitude. On n'est plus capable de dire, parce que n'oubliez pas que, oui, la posture, mais en même temps, vous êtes manager, c'est-à-dire que vous distribuez des responsabilités, des missions, des tâches, et donc il faut le faire sans affect, parce que c'est le business qui commande. Donc, mais il faut le faire quand même d'une façon relationnelle qui va vous permettre d'obtenir ce que vous attendez. Alors, j'ai une question de Samuel, j'aimerais bien y répondre à cette question. Pensez-vous que tout le monde puisse devenir un bon manager? Il nous pose la question à nous trois. Moi, je vais vous répondre, Samuel, ce que je pense depuis toujours. On voit plein de choses partout, on voit des carousels sur LinkedIn, on voit les 20 consignes, les 20 signes, on voit énormément de choses sur la posture du manager, qu'est-ce qu'un bon manager, comment faire, etc. Moi, j'aurais juste une réponse à vous donner, c'est qu'en fait, un bon manager, c'est quelqu'un pour qui et avec qui on a envie de travailler. C'est quelqu'un qui vous donne envie, il peut avoir plein de travers, il peut avoir des défauts, mais tous les matins, quand on est avec lui, on a envie. C'est tout simplement ça. Ça me fait penser, on n'aime pas, peu importe, mais ça me fait penser à la chanson de Johnny Hallyday. C'est « Donnez-moi l'envie d'avoir envie ». Et je pense que le problème aujourd'hui dans l'entreprise, c'est l'envie.
Est-ce qu'on a envie de se lever tous les matins pour aller travailler avec son équipe, avec ses collaborateurs, avec le métier qu'on fait, même si par moments ce qu'on fait, on ne l'aime pas 100%. Mais l'envie, c'est le moteur. Donc pour moi, un bon manager, encore une fois, c'est quelqu'un pour qui on a envie de travailler et avec qui on a envie de travailler. Et donc, ça veut dire, d'après toi, que tout le monde peut être un bon manager. Absolument, absolument. Tout le monde peut l'être parce qu'on est des managers. On est soi-même déjà un manager quand on est avec des copains. Tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Claude, quand on est dans la vie de famille, on manage, on ménage à la maison, on fait tout ça. On le fait. On peut manager même sans être manager, sans avoir la fonction d'un manager. On est déjà manager avec un collaborateur. On se manage mutuellement quand on donne des infos, quand on se sollicite. On est manager avec ses copains, avec ses amis, dans la vie, même quand on va faire des achats, n'importe quoi. On manage en permanence. Et donc, un manager, c'est quelqu'un qui motive. C'est aussi simple que ça pour moi. Bien entendu, oui, la réponse est indiscutablement oui, Samuel. On peut tous devenir des bons managers parce qu'on a besoin d'être motivé aussi. Oui. Alors, pour être un bon manager, qu'est-ce qu'il faut ? Repérer peut-être, je reviens sur la notion de l'affect, quelqu'un qui remarque qu'il est trop dans l'affect a intérêt à s'entraîner, à prendre un peu les distances par rapport à ça. D'accord ? Ça peut s'apprendre, tout peut s'apprendre, à condition de le faire dans un contexte dans lequel on va répéter, ajuster et vraiment s'efforcer petit à petit d'avoir l'attitude qu'on souhaite avoir parce qu'elle donne les résultats qu'on souhaite obtenir. D'accord ? C'est vraiment quelque chose qu'on peut prendre en main, mais c'est pas parce que, encore une fois, on sait qu'il ne faut pas mettre trop d'affect dans une situation qu'on sera capable de ne pas trop mettre d'affect dans une situation. Très juste. Et alors, il y a Frédéric F. qui dit « Moi, je suis beaucoup dans le personnel et remarque que ça énerve souvent les autres, sans qu'ils le disent. Je suis manager dirigeant et constate que mon attitude génère chez certains de la résistance passive. » Évidemment. Alors, moi, j'adore cette… Bravo pour cette prise de conscience déjà, parce que c'est le départ. Tout ce qu'on veut améliorer dans sa vie commence avec une prise de conscience. Si vous pensez que vous êtes excellent, vous avez probablement raison. Mais la question n'est pas de savoir si vous êtes excellent, la question est de savoir si vous êtes excellent dans la situation où il faut arriver à atteindre un objectif. D'accord ? Quand on est excellent, ça ne veut pas dire que les autres voient notre excellence. Encore une fois, vous vous souvenez, je disais en début du webinaire, je ne sais pas pourquoi je pense à « il y a loin de la coupe aux lèvres », eh bien de la même manière, il y a loin de l'intention au comportement. Si les gens voient votre comportement, ils vont vous dire que peut-être votre comportement n'est pas conforme à votre intention. Vous vouliez être carré dans votre façon de parler, vous vouliez être clair, mais lui, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu un comportement dur, intransigeant, absolument pas à l'écoute. Ouais. D'accord ? Et c'est ça qui compte, en fin de compte. Avoir cette conscience que peut-être que ce que je fais, étant donné que ça ne donne pas exactement les résultats que je souhaitais, peut-être que ça n'est pas aussi juste que ce que je pensais. Et donc, se remettre un petit peu en question, non pas en disant « Ah, je suis pas bon », mais en se disant « À quoi est-ce que je peux m'entraîner pour surmonter cette situation qui se présente sans arrêt dans ma vie ?» Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps. Des gens qu'on ne règle pas revient toujours. Hein. Pardon ? Je disais que ce que l'on ne règle pas revient toujours sous une forme ou sous une autre, de toute manière. Nous sommes très en phase parce que tout au long de la vie. Hein. Quand on change d'entreprise parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là où on est, on rencontre le même problème si on ne l'a pas résolu. Ouais. Parce que finalement, nous provoquons les choses qui nous arrivent. Je ne sais pas si vous allez me croire quand je vous dis ça, ça n'a pas l'air très joyeux, mais en fin de compte, c'est nous-mêmes qui mettons en place. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle « Faites vous-même votre malheur » et c'est fait par un psychiatre qui s'appelle Paul Václavic. C'est un livre amusant à lire parce qu'il nous montre exactement comment nous mettons nous-mêmes en place les choses qui font que la vie n'est pas exactement comme on voudrait qu'elle soit. Et encore une fois, le fait de savoir, c'est bien, mais quand on sait, il faut s'entraîner à mettre en place. Et pour s'entraîner à mettre en place, croyez-le ou non, mais c'est bien d'être accompagné.
Souvent, d'ailleurs, on demande à un collègue, est-ce que tu peux me dire, si tu remarques que je fais telle chose que je n'ai pas envie de faire, est-ce que tu peux me le faire remarquer pour que petit à petit, j'arrive à effacer ça de mon subconscient. Ouais. Et d'ailleurs, Christine Day dit, quand on s'entraîne, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, sinon pas possible d'évoluer, absolument. Bien sûr, et c'est en faisant des erreurs, et encore, je dirais que c'est une erreur, ça nous permet de progresser, de prendre conscience. Il ne faut pas avoir peur non plus de dire qu'on s'est trompé, parce que souvent la difficulté, c'est qu'un manager n'ose pas dire qu'il s'est trompé. Il a le besoin d'être le sachant, celui qui sait tout, celui qui a peur de dire les choses, alors que c'est un humain comme les autres. Et en fait, pour moi, et d'ailleurs pour nous tous, un bon manager, c'est quelqu'un qui est capable de savoir bien s'entourer. Il n'est pas obligé d'être au charbon et de tout savoir faire. Si je prends l'exemple d'une voiture, il n'est pas obligé d'être mécano, il n'est pas obligé de savoir coudre les sièges et de mettre les roues. Il peut avoir des notions, mais tout le monde n'a pas forcément toutes les notions. Mais c'est l'assemblage de l'équipe qui fait complètement la différence. Ouais. Ça rejoint ce que dit, il y a Vincent qui disait quelque chose aussi, qui rejoint ce que tu es en train de dire, Jean-Claude, et que je trouve très juste. C'est que ces trois postures, elles sont à associer à un développement. Alors, il y a une solide conscience de soi. On n'a pas forcément une solide conscience de soi au départ, mais en tout cas, un développement de cette conscience de soi et un développement d'avoir ce qu'il appelle un safe space soigné pour que le fonctionnement collectif puisse être assuré dans les meilleures conditions, en fait. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple d'entraînement. Vous vous dites, moi, quand des fois on me dit des choses qui me surprennent et je ne sais pas quoi répondre, je suis désemparé, etc. Je vous propose un petit entraînement. Si ça vous arrive, reformulez simplement ce que vient de vous dire la personne. Contentez-vous de reformuler ce que vient de dire la personne. Vous allez voir comme ça ouvre la conversation, comme ça remet les choses en place tranquillement. Vous n'avez pas besoin d'avoir des réparties dignes d'un bon dialoguiste en cinéma. Simplement, vous reformulez ce que dit l'autre. Si vous vous entraînez plutôt que d'essayer de chercher la bonne façon de piquer l'autre, de lui rendre la monnaie de sa pièce, etc., si vous restez tranquille et que vous vous contentez de reformuler, vous allez changer quelque chose en vous qui va devenir un nouveau réflexe. C'est ça, s'entraîner. C'est pas devenir un manager. Je ne m'entraîne pas à devenir un manager. Je m'entraîne à découvrir ce qui se met en travers de mon chemin et je travaille une chose après l'autre, mais de façon très simple. Souvent, ce sont les petits gestes qui conduisent vers de grands changements. Alors, j'aimerais quand même savoir, Damien, les résultats du sondage. Eh bien oui. Donc, au sondage, sur la question, quand vous prenez une décision, vous appuyez-vous principalement sur les règles, le cadre ou la situation personnelle? Nous avons 33% qui nous disent plutôt le cadre en premier, 7% qui nous disent d'abord la situation personnelle et 60%, donc une grande majorité, qui nous dit c'est très équilibré en fonction des cas. Donc grosso modo, on est à quasi 2/3 en fonction des cas, 1/3 de cadre en premier et une petite marge, 7%, qui dit situation personnelle de la personne en premier. Tu veux que je passe à la suivante? Oui, on passe à la suivante. Alors, ensuite, sur vos collaborateurs, vous jugent-ils suffisamment disponibles? Oui à 76%, partiellement 17%, plutôt non à 7%. C'est encourageant. Oui, c'est très, très encourageant. Et enfin, la dernière question donc, était, diriez-vous que vos collaborateurs vous font confiance? On a, là pour le coup, c'est encore plus encourageant, on a plutôt oui à 86%, une énorme majorité, partiellement à 10% et plutôt non à seulement 3%. Ça fait plaisir, voilà. Mais ça montre bien que l'homme est effectivement un animal grégaire, puisqu'on a avant tout besoin de relationnel. D'accord ? Et le relationnel, c'est évidemment une très très bonne chose. C'est très très bien d'être relationnel. C'est, je dirais, fondamental. Mais c'est plein de pièges, tout comme les autres. Ce qui ne m'étonne pas, c'est le pouvoir personnel. Attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous avez une très forte personnalité. Oui. C'est-à-dire que vous comptez sur vous-même pour régler toutes les situations qui se présentent. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même chose par rapport à être comme une espèce de gladiateur qui règle le compte de tous ceux qui s'en prendraient à leur équipe. Évidemment, ça peut être le cas.
Mais il suffit, même si vous n'avez pas la force de le faire, le fait d'avoir le réflexe de vous préoccuper de votre équipe, d'essayer de défendre ceux qui sont en difficulté, d'encourager ceux qui ont du mal, etc., eh bien, c'est du pouvoir personnel. Ne voyez pas le terme de pouvoir comme un lutteur ou comme un haltérophiliste ou je ne sais quel autre sport qui exigerait des muscles puissants. Non, c'est pas forcément ça. Alors là, Jean-Claude, quand même, il nous reste 5 minutes. Donc, si Oui. vous avez toutes des questions encore à poser, c'est le moment. Profitez-en. Oui, et comme je le redis, celles et ceux qui ne trouveraient pas réponse en live, ne vous inquiétez pas, elles sont toutes sauvegardées, vos questions, et nous y répondrons au rythme de 1 par jour à peu près, à partir de la semaine prochaine sur LinkedIn. Dernière, j'aimerais bien... Le livre blanc, Damien, tu peux nous dire quelques mots sur le livre blanc peut-être? Oui, je peux nous dire quelques mots sur le livre blanc. Donc, certains d'entre vous l'ont déjà téléchargé d'ailleurs, j'ai vu passer ça. Sous le live, vous avez un bouton pour télécharger le livre blanc qui est, je ne vais pas tout vous dire ce qu'il y a dedans, mais qui est de nouveau très, très dense, très intéressant, très pertinent évidemment, et qui est vraiment construit pour vous emmener des outils, des clés pour comprendre et travailler à partir de ces 3 postures. Jean-Claude, est-ce que tu veux bien nous dire un dernier mot de justement ces moments où tout se joue et ces moments du quotidien dans lesquels le réflexe peut reprendre le pas sur ce que l'on aimerait et éventuellement nous parler un petit peu de l'outil que nous proposons par rapport à ça? Alors, en ce qui concerne le moment où tout se joue, c'est évidemment le moment fatidique et c'est généralement celui où on se surprend à n'avoir pas eu la réaction qu'on était vraiment capable d'avoir ou qu'on aurait bien aimé avoir. D'accord ? Dans ce moment-là, eh bien, on improvise en quelque sorte, on se laisse aller, on a un réflexe, un vieux réflexe, et vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure. En réalité, le réflexe arrive beaucoup plus vite que l'idée dont on a besoin. D'accord ? Vous êtes dans une situation, on vous dit quelque chose, vous réagissez à ce qu'on vous a dit. Et croyez-moi, ce n'est pas réfléchi, c'est réflexe. Donc l'idée, c'est de changer vos réflexes. Et pour changer vos réflexes, il existe des méthodes. Vous pouvez très bien en découvrir vous-même. Si vous avez fait du sport, beaucoup sont inspirés du sport, donc pourquoi pas. Mais en réalité, surveillez vos réactions émotionnelles. Sachez qu'il y a de l'émotion dans nos attitudes, notamment tout à l'heure, quand on parlait d'affect, il y a il y a beaucoup d'émotivité, de réactions émotives, émotionnelles. Donc peut-être que c'est un sujet sur lequel vous devriez vous pencher. Parce que c'est pas très bon. C'est pas très bon d'être trop émotif. Attention au fait que nous avons des réflexes automatiques qui font que ce n'est plus nous qui pilotons notre vie, nos décisions ou notre façon de fonctionner, ce sont nos réflexes. Donc ça se travaille, surtout lorsqu'on trouve qu'ils ne sont pas adéquats, qu'ils ne nous mettent pas dans des situations plus favorables. Et puis, une bonne astuce peut-être, c'est l'enjeu, c'est probablement ce qui nous fausse le plus de nos réactions. Si vous avez conscience de l'enjeu, si jamais je me trompe, si jamais je ne suis pas bon au moment où je dois faire quelque chose, si j'oublie l'argument massu, l'argument qui m'aurait sauvé, je suis foutu, je n'aurai pas le poste, je ne vendrai pas à mon client, etc., etc. Si vous pensez ça, si vous laissez l'enjeu prendre toute cette place chez vous, évidemment, ça ne va pas. Alors, ça aussi, c'est un réflexe à mettre en place. Je ne pense pas à l'enjeu. J'oublie l'enjeu. Parce que l'enjeu va, quelque part, conditionner ma façon de me comporter et ce ne sera pas forcément à mon avantage. Je peux vous dire d'ailleurs, la plupart du temps, non, ce ne sera pas à votre avantage. Donc, si vous souhaitez changer quoi que ce soit dans votre façon de manager, envisagez peut-être de chercher des solutions qui existent, des choses qui vous permettront non pas d'en savoir davantage,
mais de faire autrement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'on devrait en parler de comment diminuer l'enjeu dans un autre webinaire, parce que c'est capital en fait. Tout est un enjeu en fait dans la vie, dans la relation à l'autre, la relation même amoureuse, dans la relation professionnelle. Donc, tu viens de le citer, changer de travail, vouloir peut-être une augmentation ou autre chose. On a cet enjeu-là qui est au-dessus de nous comme l'épée de Damoclès, et on n'arrive pas à se dégager de cet enjeu. Les examens, les étudiants, les examens, passer un module, enfin, il y a tellement d'enjeux dans la vie que ça peut complètement nous bloquer. Et paradoxalement, l'enjeu est quelqu'un qui se laisserait trop influencer par l'enjeu, ça va complètement tuer son leadership ou sa capacité managériale. Donc, ouais, ce serait vraiment intéressant d'en parler. Je pense qu'il est temps que nous clôturions. Oui, c'est l'heure, il est 12h, oui. Donc, simplement, avant de vous remercier et de vous saluer, je vous rappelle juste, vendredi 24 avril, donc toujours pareil, dernier vendredi du mois, nous nous retrouvons pour un webinaire sur la santé mentale au travail et sur comprendre quels sont ces moments qui peuvent venir nous peser, nous parasiter, alourdir nos journées et comment on peut faire pour les transformer où il y en ait des réponses. Vous en avez l'habitude, je l'ai dit au début, je le redis, vous pouvez télécharger le livre blanc sous le live. Vous avez ce document que vous allez recevoir après le live. Tous les liens sont cliquables, donc vous pouvez aller sur notre chaîne web vidéo, notre page YouTube, notre LinkedIn, nos podcasts et également nous contacter si vous en avez besoin. Je vous ai mis aussi dans le chat tous les coordonnées utiles pour nous suivre et nous rejoindre. Donc, venez nous trouver si vous avez des problématiques et vous avez besoin d'en parler, de trouver des solutions, etc. Nous serons très heureux de vous répondre sur tout ça. D'ailleurs, je rajouterais, Damien, et à tous les participants et participantes, si vous avez des questions, si vous souhaitez participer au webinaire du mois d'avril, si dans l'intervalle vous avez des questions, posez-les sur LinkedIn, on vous y répondra également, bien entendu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup Béatrice, merci beaucoup Jean-Claude. Merci Damien, merci Jean-Claude, merci à toutes et à tous également. Merci à toutes et à tous, très bonne fin de semaine et nous vous retrouvons au plus tard dans un mois, le 24 avril. Et bon week-end à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Vous avez apprécié ce podcast ? Abonnez-vous, likez et partagez-le. Retrouvez-nous sur YouTube, LinkedIn et sur robocoachpro.com. À bientôt pour un nouveau podcast ou en formation.